Bonjour Nabil Ayouch, Bonjour Leïla Amar. qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce film maintenant? C'est vrai que c'est une bonne question de savoir pourquoi maintenant. Euh, c'est des personnages, des Shirat qui hantent mes films depuis plusieurs années maintenant. Les Chevaux de Dieu faisaient le portrait d'une d'entre elles. Mhm. La mère d'un des quatre enfants était une Shira. On a retrouvé une autre Shira dans Razia, un de mes films suivants. Et je pense que c'est parce que j'ai toujours, au fond de moi, admiré ces femmes fortes, probablement lié à mon histoire personnelle et ma mère qui j'ai grandi et qui m'a élevé seul. Mais je me suis dit à un moment ou à un autre qu'elles allaient être le personnage central, le principal d'un de mes films. Et c'est arrivé, je pense aussi, par la rencontre avec une actrice, Nisrine Radi, Mhm. qui avait joué dans le premier long métrage de ma femme, Mariam Touzani, dans Adam, Effectivement. et où je l'avais trouvé extraordinaire. Et au sortir de ce film, je pense qu'a commencé à naître en voyant Nisrine évoluer sur l'écran, cette envie de faire un film sur une Shira euh, et qui soit porté par elle. En parlant de Mariam, justement, qui a fait Adam, on en parlait tout à l'heure, vous avez coécrit Touda avec elle, et vous coécrivez tout avec Mariam, qui est aussi votre compagne dans la vie. Il y a des moments où moi j'ai eu l'impression que c'était empreint vraiment de la patte de Mariam, notamment les enfants où Touda est avec son fils qu'elle élève seule dans le film, et dont elle est très proche, et elle fait tout pour lui. Son fils qui est malentendant. Est-ce que ce sont des sensibilités ici qui sont apportées par Mariam Touzani, ou est-ce que c'est quelque chose plutôt qui vient de vous et de votre relation à votre maman? C'est difficile de vous dire ce qui vient de Mariam, ce qui vient de moi, à la fois sur ses films, parce que je coécris aussi ses films, ou sur les miens. En revanche, ce qui est sûr, c'est que dans ce film, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai mis beaucoup de ma relation à ma mère. Et ma mère aimait chanter. C'était son exutoire, Mhm. c'était sa façon de laisser sortir et de se sentir mieux. Et moi, j'étais là et je l'écoutais silencieusement. Donc, en ce qui concerne la relation mère-fille, je pense qu'elle est plutôt allée chercher de ce côté-là. D'accord. Justement, en parlant de chant, donc c'est le film se repose sur ça, sur ces chérettes qui chantent la haïta, et on voit qu'elles sont de toutes parts acculées par la société, que ce soit par des gens dans leur famille, les gens qui les admirent pourtant, qui viennent les voir. Elles sont toujours considérées comme des femmes de petite vertu, ou en tout cas des propriétés publiques. On le voit même jusqu'à dans la dernière scène du film, où pourtant elle est sur une scène assez léchée, où les gens viennent pour la musique, on se permet de l'embrasser, que ce soit d'une femme ou d'un homme, tout le monde se Mmh. permet de les toucher. Est-ce qu'il y a encore ce rapport compliqué avec l'art purement marocain qui s'exprimerait publiquement comme ça? Je crois que les Chirats, en fait, ont été des femmes adulées, adorées à une époque, Mm. parce qu'elles représentaient l'âme du pays et sa voix dans tous les combats depuis le 19e siècle, depuis qu'elles ont commencé à chanter publiquement, parce qu'avant c'était réservé Oui. qu'aux hommes. Et à partir du moment où elles restaient dans leur région d'origine, que ce soit dans les plaines, dans les campagnes ou dans les montagnes, puisqu'ensuite la Haïta, c'est Oui. à voyager jusque dans les montagnes de l'Atlas, elles sont restées cette incarnation de combattantes, de résistantes. À partir du moment où elles sont montées dans les villes, la pauvreté des campagnes aidant, dans les années 1960-70, ben elles ont dû quelque part se compromettre en allant chanter dans des bars, dans des cabarets, dans les seuls lieux finalement possibles où on pouvait chanter dans les villes. C'est des lieux où circule l'alcool, c'est des lieux où circule l'argent. Donc forcément, à partir de là, bah, le public a commencé à les voir différemment. Et, et de ce fait, d'un statut d'héroïne, eh ben, petit à petit, on a commencé à les voir plus comme des prostituées. Et Shikha, le mot même, est devenu une insulte pour beaucoup de gens. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce film, c'est pour leur redonner un statut Oui, d'école. d'ailleurs, vous parlez de ça aussi dans le film. Enfin, c'est un autre sujet où on voit qu'il a beaucoup de mal à, enfin, Touda a beaucoup de mal à trouver une école adaptée, en tout cas, où pour elle, c'est pas un handicap. Pour elle, on dirait que rien n'était un handicap dans la vie, tout part de la personnalité. Mais on voit que c'est un combat quand même
de trouver une école qui accepterait de prendre un malentendant. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous vouliez mettre comme ça en filigrane dans le film, le fait que les structures devraient être plus ouvertes aux gens en situation de handicap? Pour des gens comme Touda et son fils, je crois que la question centrale, c'est de trouver une place dans ce monde, dans cette société. Son fils, pour des raisons qu'on vient d'énoncer, parce que c'est trop tard, parce que un enfant comme ça peut pas rêver de devenir architecte, comme il le dit dans le film. Et pour Touda, parce que finalement, ce que les hommes attendent d'elle et ce que les lieux dans lesquels elle va chanter et se produire demandent, c'est une consommation instantanée, c'est des corps en mouvement, et c'est pas de l'admirer pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire une artiste et une voix pure, et donc lui faire chanter autre chose que Sarita. Et elle se bat pour conquérir justement cette place. Je voudrais parler du dernier plan du film qui est assez fort, où quand elle sort de ce taxi, déjà elle est belle, elle est maquillée comme on l'a pas vu dans tout le film. Donc on a l'impression que ça y est, elle est arrivée enfin à ce qu'elle voulait, c'est-à-dire vivre de son art, vraiment être comprise en tant que chanteuse et que chanteuse. Et puis elle déchante aussitôt, donc elle descend. L'ascenseur redescend aussi vite qu'il est monté. Pour autant, elle sourit. Donc finalement, ce message, enfin ce film, est-ce que vous envoyez comme ça un message d'espoir à ces gens de défi justement, qu'elles soient chanteuses ou autres? Alors, ce plan, ce dernier plan du film, comme vous dites, il a été pensé comme un grand mouvement, rise and fall, un mouvement. On démarre en effet cette portière de taxi et on rentre dans un hall d'hôtel, on monte 37 étages dans un ascenseur avec elle et son violoniste, on remonte un autre escalier lumineux, on arrive backstage et là, sur scène, la performance, il se passe ce qui se passe et elle redescend en sens inverse. Et je voulais pas couper l'émotion de l'actrice pendant tout ce mouvement, parce qu'elle va finalement retraverser tout le film dans les émotions. Donc je l'ai pensé en plan séquence. Ça a été un plan d'une complexité monumentale, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'il fait quasiment 8 minutes. On l'a préparé pendant 3 mois. J'ai cru jusqu'à la dernière minute qu'on n'y arriverait pas. Mais ce qui était important pour moi, c'était de protéger cette émotion, et surtout, une fois qu'elle a vécu en un seul mouvement tout ce qu'elle vit dans ce grand hôtel, ce grand soir, de redescendre avec elle dans l'ascenseur, et pendant cette redescente, de passer par plein d'expressions différentes, complexes, pas simplement des sourires, des larmes, de l'envie, de l'espoir, du désespoir, et surtout, la reprise en main de son destin et de sa dignité. Merci Nabil Ayouch.